It is one of the nation's most enduring mysteries. 45 years ago, a man calling himself Dan Cooper boarded a Northwest Airlines flight and hijacked it. Was never seen again. A team of private investigators say they have cracked a code. Today was the first time the FBI learned, like everybody else, about that we broke the codes. They've never seen these 95 pieces of information because they refused to take it from us. Why are they doing this? They're trying to avoid embarrassment. I've never seen more evidence on any case in my life. The evidence they have gathered points to this man, identified as Robert Rackstraw. Robert Rackstraw. A Vietnam vet who's a former pilot and paratrooper, as the real D.B. Cooper. Un avion détourné, un saut en parachute dans la nuit noire et $200 000. Par ces éléments, vous identifiez sans doute l'affaire D.B. Cooper, le plus grand détournement d'avion de l'histoire des États-Unis. Mais connaissez-vous réellement le responsable? Salut tout le monde, c'est Batix. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Entre mystère et théorie, plongeons aux origines de Robert Wesley Bob Rackstraw, l'homme aux 9 vies, capable un jour de détourner un avion par simple rancune du système. C'est parti. Thomas Colbert est journaliste et producteur de documentaires. Il a passé 5 ans à enquêter sur l'un des mystères criminels les plus fascinants des États-Unis. En effet, depuis plus de 60 ans, tout le monde débat sur l'identité réelle de D.B. Cooper, le pirate de l'air qui a détourné un Boeing 727 le 24 novembre 1971. Le 2 février 2011, tout commence. Le photographe de Las Vegas, Rich Kashinky, contacte Thomas Colbert avec un tuyau. Ron Carlston, un ex-trafiquant de drogue, prétend avoir assisté à l'enterrement d'une partie du butin de D.B. Cooper, et ce près du fleuve de Columbia en 1980. Il affirme également que son ancien associé, Robert Bob Rackstraw, un vétéran du Vietnam, pilote et parachutiste chevronné au lourd passé criminel, serait derrière cette dissimulation. Il se pourrait bien qu'il soit D.B. Cooper lui-même. Colbert découvre que Robert Rackstraw a été écarté du dossier D.B. Cooper depuis 1978. Pourtant, il est persuadé qu'il tient le bon filon avec les nouveaux indices récoltés. Il décide de rencontrer les équipes du FBI et leur proposer un documentaire, chose que le FBI finira par refuser, étrangement. Thomas Colbert finira donc par former une équipe indépendante de chercheurs et d'investigateurs, formée d'ailleurs par des ex-FBI. De quoi résoudre le plus grand mystère du XXe siècle. Robert Wesley Bob Rackstraw, que nous appellerons Bob Rackstraw durant toute cette vidéo, a grandi dans un cadre qui semblait paisible, à Scott Valley en Californie dans les années 1960. Mais derrière ce décor idyllique se jouait une enfance marquée par des tensions qui laissaient entrevoir un avenir tumultueux. Rackstraw vivait avec sa mère Lucille, sa sœur Linda Lee et son beau-père Philippe, dans une petite communauté nichée dans les montagnes de Santa Cruz. Enfant, Rackstraw partageait une relation particulière avec sa sœur. Ils étaient proches, mais cette complicité était souvent entachée de jeux et de comportements parfois cruels. Bob aimait dominer. Dès son plus jeune âge, Robert Rackstraw montre des capacités intellectuelles et techniques très intéressantes, malheureusement gâchées par des problèmes de discipline, que cela soit à l'école ou à la maison. De nos jours, on l'appellerait sans doute HPI. Il est alors fasciné par les armes et les inventions. Il construit lui-même à la maison un canon artisanal, mais également un planeur qu'il assembla en suivant les instructions d'un simple livre. Ses professeurs reconnaissent son potentiel à l'école, mais il s'ennuie très vite, préférant causer des troubles plutôt que de suivre les règles. Adolescent, malgré son intelligence, Bob est un rebelle né. Conduite en état d'ivresse, destruction du véhicule d'un ami, bulletin scolaire catastrophique, mais également 2 grossesses prématurées de 2 femmes différentes. Heureusement, Lucille, sa mère, et son beau-père Philippe sont parfois là pour le couvrir. Un épisode marquant de sa vie aura lieu en 1960. Bob fait la connaissance après un voyage en Arizona de son oncle John Ed Cooper, un parachutiste légendaire à plus de 2000 sauts. Sans le savoir, cela va faire naître la flamme chez Bob, la passion pour l'aviation, le parachutisme, mais aussi les sensations fortes. En 1963, les ennuis commencent. Rackstraw fut arrêté pour s'être fait passer pour un policier auxiliaire. Il est mis immédiatement en cellule et met le feu à son matelas en fumant, soi-disant accidentellement. Même si sa mère Lucille est toujours là pour le défendre, Philippe, quant à lui, change parfois de comportement, entre la bienveillance et des accès de colère envers son fils. Et on peut le comprendre. Il finira par abandonner l'école et se jeter sur les premiers emplois précaires disponibles dans la région sur les chantiers de construction. Étant très jeune, il utilise déjà des faux permis et une fausse identité pour se faire recruter plus facilement. Un mauvais réflexe qui va le guider
toute sa vie. Le 14 mars 1964 à Santa Cruz en Californie, Bob Rackstraw a maintenant 20 ans. Il est souvent sur les routes accompagné de son groupe de rock, les Insanios, et il fait un choix qui va bouleverser son existence. Il s'engage dans la garde nationale, avec une volonté de s'émanciper de l'autorité étouffante de ses parents. Philippe semble enfin fier de Bob, une brève aparté dans les tensions familiales, lui-même vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Après son engagement, il poursuit sa formation à Fort Hood et Fort Irwin, mais en lui, un autre combat fait rage. Le jour, il endure une rigueur militaire. La nuit, il doit s'évader en quête de liberté avec son groupe de musique. Mais en août 1965, tout change. Les émeutes de Watts embrasent Los Angeles. Rackstraw est dépêché sur place. Il le dira plus tard, être prêt à tirer sur des Américains me dérangeait profondément. Un sentiment inattendu est en train de naître en lui. Une solidarité implicite. Il était prêt à tirer sur sa propre escouade plutôt que de tirer sur des manifestants. Ce moment de doute marque déjà la fin d'un patriotisme à peine installé qui ne fera par la suite que grandir une défiance et une rancune envers ses supérieurs. En octobre 1965, Bob épouse Gail Marks, alors âgée de 19 ans. Elle deviendra sa première femme. Le mariage semble apporter une stabilité, mais rapidement, Gail découvre les zones d'ombre de Bob. 2 enfants hors mariage, mais également des violences qui rendent leur vie commune insupportable. Leur union vacille sous le poids de l'alcoolisme et de la violence qu'apporte Bob dans le foyer. Entre 1967 et 1968, Rackstraw se distingue dans des disciplines exigeantes. Le parachutisme à l'eau à basse altitude, la gestion des explosifs, mais également les manipulations psychologiques psyop. Sa sœur Linda Lee résume plus tard, il a toujours su mentir et ses formations n'ont fait que renforcer ce talent. Alors ici c'est génial, nous sommes en train de donner des outils de manipulation à un manipulateur né, on est littéralement en train de créer une bombe à retardement. En 1968, il rejoint les Bérets Verts et s'entraîne à piloter des hélicoptères, une compétence cruciale pour la future guerre du Vietnam. Malgré cette réussite, sa vie personnelle reste instable. Gail entame une demande de divorce en 1968 évoquant des actes violents, mais finit par reculer, par pitié ou par espoir d'une suite meilleure. Parallèlement, Bob jongle entre études, réserve militaire et famille. Mais dans le scénario, un élément troublant surgit. Il obtient un second numéro de sécurité sociale. Mais pourquoi faire ? Maintenant pilote qualifié à la vie personnelle chaotique, on pourrait croire que la guerre du Vietnam va remettre Rackstraw dans le droit chemin. Mais au contraire, elle présage un destin beaucoup plus sombre. Le 25 juin 1969, à seulement 25 ans, Bob Rackstraw débarque ainsi à Saigon, la capitale sud-vietnamienne qu'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Ho Chi Minh City. Fraîchement diplômé du prestigieux Fort Rucker Aviation School, à son arrivée, il est accueilli par le major Joe Schlein. Bob deviendra le pilote d'un engin surnommé l'Ange de la Mort. Il assure reconnaissance, transport, évacuation, mais aussi soutien aérien. Affecté au 11e groupe d'aviation, il devient inséparable de Joe Schlein. Ensemble, ils réparent des hélicos et recyclent même à leur façon des armes ennemies. Dès ses premières missions, il se distingue par son sang-froid. En août 1969, lors d'une mission, son hélicoptère essuie des tirs. Il garde le contrôle et sauve tout l'équipage. Un acte de bravoure qui lui vaudra sa première Air Medal. Rackstraw avec une médaille, on pourrait presque le croire rangé. Évidemment, le goût de l'illégalité revient très vite chez Bob Rackstraw. Il emprunte la Jeep d'un commandant et vient la customiser avec des RPG et des mitraillettes pour des missions secrètes et illégales. Alors j'en ai vu des épisodes de Pimp My Ride, mais là c'est quelque chose. L'hélicoptère The Bad sera malheureusement abattu par un missile. Jack Knapp et son équipage, amis de Bob Rackstraw, périssent sur le coup. Marqué par cette perte, Rackstraw rejoint l'opération Left Bunk avec une volonté d'en découdre. Dès son arrivée, il montre sa volonté. Pilote chevronné, il obtient rapidement une autorisation temporaire pour des missions classifiées. Il excelle à basse altitude. La même année, il devient même le pilote personnel du général Robert Shoemaker, qui le qualifie de pilote d'élite. Mais de grands tournants l'attendent. On pourrait presque le croire avec une carrière au Vietnam, mais son passé criminel et personnel douteux refait surface. Conduite en état d'ivresse, incendie criminel, grossesse adolescente non assumée, mais également violence domestique, c'est de trop pour ses supérieurs. Son supérieur de l'époque, Overtuf, furieux de ce passif, citera plus tard « Il a volontairement postulé chez nous en sachant très bien qu'il ne pouvait pas obtenir l'autorisation de sécurité. Cet homme était un escroc. » Malgré ses revers, Rackstraw continue de défier les règles,
collaborant parfois avec la CIA sur des missions secrètes, transportant à la fois des armes et des explosifs. Après la mort d'un agent dans une embuscade, il reste totalement indifférent, ce qui glacera le sang de certains collaborateurs. Et pourtant, il continue de briller. Rackstraw s'affirme entre discipline et rébellion, un modèle de comportement bien sûr incompatible avec l'armée et surtout en pleine guerre. En mai 1970, Rackstraw décroche 2 Distinguished Flying Cross et une Silver Star pour des actes héroïques au combat. Mais son esprit rebelle le rattrape assez rapidement. Il a jeté dans la rivière Sangbe avec son camarade Josh Line des armes non réglementées et modifiées. Les tensions montent dans la hiérarchie, il est renvoyé du 1er régiment de cavalerie. En 1971, il sombre dans la violence domestique et tente d'étrangler sa femme. Suspendu pour l'occasion et rétrogradé à nouveau, il tente de manipuler les médias pour embellir son passé. Quelques mois plus tard, Gay lui envoie les papiers du divorce au moment où il obtient la certification d'instructeur en aviation. Mais sa chute ne fait que commencer. Au printemps 71, une nouvelle enquête militaire interne révèle la supercherie. Grade usurpé, décoration abusée et faux diplôme. L'institution est totalement ébranlée. Ils ont formé un escroc aux techniques militaires avancées, mais également à conduire et à piloter des hélicoptères. Ils ont formé un danger public. Il sera finalement remercié et déchargé après 7 années de bons et loyaux services. Totalement déshonoré, il quitte immédiatement l'Alabama, abandonne sa voiture de location, ce qui entraîne d'ailleurs un mandat pour fraude criminelle. Décidément, il ne s'arrête jamais. Un boulet de plus au pied, il disparaît sans prévenir sa famille qui est encore logée en Californie. Rackstraw, quant à lui, s'installe dans l'état de Washington pour lancer un service de photographie aérienne. Cela lui permettra d'ailleurs de survoler les montagnes de Portland et Seattle, une région difficile d'accès. Certains diront même qu'il pourrait avoir planifié une opération risquée qui sera plus tard liée à un certain D.B. Cooper. Juillet 1971, un étranger débarque à Astoria, une ville nichée au bord du fleuve de Columbia. Cet étranger se décrit comme le baron Norman de Winter, un noble suisse d'une trentaine d'années. Avec son faux accent européen et une aisance déconcertante, il dit venir pour marcher parmi le peuple. Un homme vivant la nuit et totalement absent le jour dans une ville pourtant active de 10 000 habitants. Paul Hoffman, sculpteur de poterie, se souvient de sa rencontre avec le baron lors d'une braderie à Astoria. Le baron admire ses œuvres et commande sans hésiter une douzaine de pots géants pour son chalet en Suisse. Il promet de revenir dans 2 semaines et exige qu'il soit chargé dans son avion privé, stationné sur une piste non surveillée. Vous le sentez venir, l'enquête révélera par la suite que le baron Norman de Winter utilise un avion similaire à celui de Robert Bob Rackstraw, celui qu'il utilise pour rendre visite à sa famille à Valley Springs. Coïncidence plus qu'étrange. Le 23 juillet 1971, alors que le baron prétend être de retour en Suisse pour un court séjour, l'armurerie de la garde nationale de Santa Cruz en Californie est attaquée à la bombe et soigneusement cambriolée. Le FBI soupçonne immédiatement Bob Rackstraw, dont la colère et la rancune après sa carrière militaire semblent constituer un motif plausible, de plus qu'il y a été formé. Linda Lee se souvient alors des paroles de son beau-père Philippe à ce moment-là. Quelqu'un cherche Bob, alors ne dis pas qu'il est ici à Valley Springs. 2 semaines après l'attentat, hasard du timing, le baron de Winter fait sa réapparition à Astoria. À Astoria, tout le monde se souvient de ce projet de voyage offert à tous les paroissiens, direction la Suisse, aux frais de la princesse, aux frais du baron. Et lorsqu'un cadre d'une compagnie aérienne s'en mêle et propose gentiment d'organiser le vol, il sera bizarrement très évasif sur les conditions de financement. Pete Roscoe, gérant d'un bar local, quant à lui se souvient de Winter comme un manipulateur. Il manipule les clients de son bar en offrant des tournées avec des billets de $100 inutilisables et surtout inchangeables pour un bar. Charmé, certains paient pour lui, mais Roscoe comprend très vite la supercherie. Et enfin, Jim Mott, étudiant à Corvallis. Il recevra une lettre étrange de Winter, presque prémonitoire. Je souhaite que tu voyages mentalement avec moi pour ces prochaines semaines. Beaucoup d'événements vont se produire et j'aurai besoin de ton énergie. Fait-il allusion au futur détournement du Boeing 727 ? C'est fort possible. En attendant, il se rend à Disneyland avec Linda Lee, sa sœur, et ses 2 filles. Il présente d'ailleurs, selon sa sœur, une santé financière importante, ce qui n'a jamais été le cas auparavant. Mi-octobre 1971, De Winter, ou plutôt Rackstraw, contacte Jim Mott à Corvallis et s'installe chez lui avec 4 colocataires. En échange de corvée, il bénéficie d'un logement totalement gratuit pendant 5 semaines, étant absent toute la journée. La veille de Thanksgiving, De Winter disparaît brusquement. L'histoire du baron pose alors les bases d'une nouvelle vie pour Bob Rackstraw, celle de l'extrême. Après un mariage raté, une carrière
ratés, de multiples identités, il continue et donne naissance à un nouveau personnage, Dan Cooper. Le 24 novembre 1971, un homme au visage impassible entre dans l'aéroport de Portland. Le détournement d'avion le plus énigmatique de l'histoire va avoir lieu. À 14h50, un certain Dan Cooper s'avance calmement au guichet de la Northwest Orient Airlines. Il est vêtu d'un costume sombre parfaitement ajusté. Ses cheveux noirs sont légèrement dégarnis. Il a des lunettes de soleil sur le nez. Il fume une cigarette de la marque Rayleigh tout en tenant un attaché-caisse et un sac en papier brun. Al Williams, l'agent de billetterie, lui vend un billet aller simple pour Seattle pour seulement $20. Al Williams lui demande « Retour prévu ?» Dan Cooper finira par simplement répondre « Non ». Des témoins diront plus tard qu'il avait environ 40 ans, ce qui metta Bob Rackstraw sur la touche qui avait à l'époque seulement 29 ans. Mais souvenez-vous, dès son plus jeune âge, il fait plus vieux et il en joue, en créant des faux papiers et une fausse identité. Florence Schaffner, hôtesse de l'air à l'époque et témoin du détournement, dira plus tard qu'il avait un teint anormalement noirci, presque du maquillage, et des cheveux noirs avec des traces, presque teints. Quelques minutes après le décollage, l'une des hôtesses, Florence Schaffner, s'approche de Cooper pour prendre les commandes habituelles. C'est alors qu'il lui tend une note. Pensant à un énième message d'un homme en quête d'attention, elle le glisse discrètement dans sa poche. Il interpelle alors calmement, son regard caché derrière des lunettes de soleil. Il prononce alors cette phrase devenue culte. « Vous feriez mieux de lire cette note dès maintenant. J'ai une bombe. » Florence sort la note, y lisant une menace claire et concise. « J'ai une bombe dans ma valise. Je veux que vous vous asseyez à côté de moi, faites ce que je dis et personne ne sera blessé. » Pour appuyer ces mots, Cooper ouvre brièvement sa mallette. À l'intérieur, Florence y aperçoit des fils électriques, une batterie et 4 cylindres rouges qui ressemblent étonnamment à de la dynamite. Il n'y a plus aucun doute. Le capitaine Scott le déclare. « Nous sommes sous la menace d'une bombe. Le passager réclame une rançon et des parachutes. » En effet, la demande de Dan Cooper est assez claire. $200 000 en billets de 20 avec des numéros de série aléatoires mais commençant par la lettre L, ainsi que 4 parachutes civils, 2 principaux et 2 de secours. Pendant ce temps, Cooper reste impassible. Il sirote un bourbon, un soda, tout en fumant cigarette après cigarette. Tina McClough, une autre hôtesse, se souviendra plus tard de son calme. Il était poli, presque charmant. Ce n'était pas du tout l'image d'un criminel violent. À 17h59, le vol 305 atterrit à Seattle. Sous les instructions de Cooper, le Boeing est dirigé vers une zone isolée, loin du terminal. Tina descend alors les escaliers arrière pour récupérer un sac contenant la rançon et les parachutes. Cooper reste alors en retrait, vigilant. Il inspecte lui-même le contenu du sac. Satisfait, Cooper se laisse même aller à un geste inattendu. Il sautille légèrement, comme un enfant. À un moment, il tend même un paquet de billets à Tina en lui demandant « Est-ce que vous en voulez un peu ?» Tina McClough rit nerveusement. « Non merci, je n'accepte pas les pourboires. » Les parachutes militaires qui s'ouvrent automatiquement sont refusés. Cooper semble vouloir garder un contrôle total sur la situation. Un homme qui a de l'expérience. Le FBI et les autorités prennent en compte cette demande et demanderont donc l'aide d'un club de parachutisme local en obtenant des parachutes dits civils. À 18h15, après avoir libéré une partie des passagers, Cooper pense déjà à la suite de son plan. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va rentrer dans l'histoire. À cet instant, Dan Cooper a l'avantage et il le sait, mais quel est son véritable plan? Un plan qui ressemble d'ailleurs à la fois à un coup de génie, mais aussi à un énorme coup de tête. Lorsque Tina McClough lui demande s'il nourrit une rancune particulière contre la compagnie, il lui répondra froidement « Non miss, je n'ai aucune rancune envers votre compagnie aérienne, j'ai juste de la rancune de manière générale. » Il refuse ensuite de rencontrer un cadre de la AFA qui souhaite négocier avant le décollage. Dan Cooper préfère dicter ses prochains critères. Les 4 membres d'équipage restants doivent rester à bord. Cooper ordonne un vol vers Mexico, exigeant que les lumières de la cabine soient éteintes et que l'escalier arrière du Boeing 727 demeure abaissé. Mais le carburant est insuffisant. Il accepte alors une escale de ravitaillement et hésite entre Phoenix, Yuma et Sacramento, avant finalement de se mettre d'accord vers Reno, Nevada. Cependant, avant le départ, des contraintes de carburant imposent un ravitaillement immédiat qui aura lieu à Seattle. Après un retard causé par un problème de remplissage, l'avion redécolle finalement à 19h36. Cooper démontre une maîtrise impressionnante de l'avion et du trajet. Il réclame un vol à 10 000 pieds, 150 nœuds et une inclinaison des ailes à 15 degrés. À bord, chacun réalise qu'ils ont affaire à un véritable expert. Il semble de plus connaître le fonctionnement du train arrière, l'escalier qui lui permettra par la suite de sauter dans les airs. Des spécificités qui sont relatives à quelqu'un qui travaille normalement dans l'aéronautique. De plus, il reconnaît assez facilement Tacoma depuis les airs. Nous sommes face à un expert.
Dans la cabine, Mucklow aperçoit Cooper attachant un sac de banque à sa taille et ajustant alors son parachute. À 19h42, elle ferme la porte du cockpit. Ainsi, aucun moyen de voir ce qui se passe derrière. Elle pense alors, il se prépare à sauter. Peu après, Cooper contacte le cockpit via le téléphone interne. Il y a un problème avec l'escalier arrière et demande de réduire la vitesse pour stabiliser l'avion. À 20h, un voyant rouge s'allume dans le cockpit. Open door. La porte arrière est ouverte. Tout va bien ? Demande l'équipage. Tout est ok, répond Cooper, toujours calme et professionnel. À 20h13, l'avion subit un léger décrochage, suivi d'un ajustement du train d'atterrissage. Un bref bump de pression qui indique une perte de poids. Cooper a sauté dans le vide et personne ne l'a vu partir. À Reno, l'avion finit par atterrir. Vide, l'équipage est enfin libre. Dans la nuit glaciale, sous la pluie battante, Cooper a disparu. A-t-il survécu ? Quoi qu'il en soit, quelques heures plus tard, dans la zone d'atterrissage présumée, des témoins affirment avoir entendu quelqu'un et vu un petit avion décoller. Ce que ni les autorités ni Cooper lui-même n'avaient anticipé, c'est qu'il deviendrait une légende, un Robin des Bois moderne, défiant le système et fascinant pendant des générations entières. En récupérant les données de l'avion, les zones de survol de Tinabar et Washougal ne correspondent pas aux données de vitesse et de temps, suggérant ainsi que Cooper a sauté près de La Center en direction d'Amboy. Après le saut, seuls quelques indices sont retrouvés dans l'avion. Un ticket d'avion à son nom, une cravate et des mégots. Aucun argent ni parachute n'ont été retrouvés. Du moins, pas à l'époque. Sans trace physique de sa disparition, on peut facilement imaginer que Cooper a réussi, repris sa vie ou tout simplement qu'il est mort. En manque d'indices, le FBI déploie son avion le plus rapide du monde, mais sans succès. Aucun corps ni fugitif n'est retrouvé. Quelques jours après le détournement, plusieurs lettres signées D.B. Cooper sont alors envoyées à la presse. L'une d'elles, envoyée au journal de Vancouver, est rédigée à la main, tandis que les 3 autres sont des lettres découpées. Le 27 novembre 1971, la première lettre est envoyée d'Oakdale, en Californie, proche de Valley Spring, là où habite la famille de Robert Rackstraw. Le 30 novembre, la deuxième lettre est expédiée de Vancouver au Canada, le point le plus éloigné. Le 1er décembre, la troisième lettre est envoyée depuis Portland dans l'Oregon, ville de départ du vol détourné. Et enfin, le 12 décembre, la quatrième lettre est envoyée de Sacramento en Californie, à nouveau très proche du domicile des Rackstraw, proche de Valley Spring. L'expéditeur semble très bien connaître la région. Et la rapidité des premiers envois suggère l'utilisation d'un petit avion synchronisé avec les changements d'identité de Rackstraw et de ses besoins de voyage à mesure que les lettres s'envoient. Pete Roscoe, gérant du bar dont nous avons parlé plus tôt, se souviendra à jamais du 26 novembre 1971. Ce soir-là, à la télé, il voit le portrait robot de D.B. Cooper aux informations et reconnaît immédiatement Norman de Winter. Il appelle sa mère, sa sœur et d'autres témoins du village, mais personne ne le prendra au sérieux. Il déclarera plus tard dans la presse, les gens étaient tellement gênés d'avoir été dupés et à ce point, ils ne préféraient même pas en parler. Il faudra plus de 40 ans pour que sa théorie soit prise au sérieux par d'anciens agents du FBI et Thomas Colbert à l'origine de cette enquête. Au cœur du chaos de cette enquête, un autre nom refait surface, Norman de Winter. Le 9 décembre 1971, après avoir simulé sa disparition chez Jim Mott juste avant Thanksgiving, il fait son retour en Suisse via une lettre fracassante. Il apprend alors la mort de son père. Cette lettre est envoyée à Mark Fick, un ami du village. L'adresse de retour mène directement chez Jim Mott, son dernier contact à Astoria. Une manœuvre pour effacer son passé et éviter que ses victimes ne découvrent la supercherie. Le lien entre De Winter, Rackstraw et Cooper suggère un plan commun pour disparaître sous une autre identité sans éveiller de soupçons. Presse et enquêteurs restent convaincus qu'il s'agit du même homme, un maître de la manipulation insaisissable, un pro de l'enfumage. Depuis son départ de l'armée, Robert Rackstraw nourrit une vengeance froide contre le système, s'enfonçant dans l'alcool et défiant l'autorité en permanence. Il braconne, ignore une convocation au tribunal en conséquence, et son beau-père règle l'amende en prétextant qu'il est au Laos. En quête d'adrénaline, il se cache, passant du temps chez sa sœur et dans le Nord, où bizarrement la traque de D.B. Cooper continue et s'intensifie. Cherche-t-il à jouer avec les autorités et dissimuler des indices ? Dans tous les cas, le profil bas n'existe pas chez lui. Le 4 mai 73, Rackstraw se crache en Iowa après une panne moteur. Bien que miraculeusement indemne, lui et son copilote suscitent des soupçons de trafic de drogue. Le FBI enquête alors, mais Rackstraw, toujours malin et à vif, réussit à les convaincre de son innocence, même si sa licence de pilote est suspendue pour le coup. En 73, Rackstraw devient gérant d'un Radio Shack à San José. Il rencontre alors Linda McCarthy, qui deviendra sa future femme, une serveuse avec qui il entame une relation et endosse le rôle de père idéal. Toujours à San José, il retrouve son ancien camarade parachutiste Mike Naro et obtient un poste chez Specialty Surfacing, spécialiste du revêtement des sols. Au printemps 74, Rackstraw pilote un hélicoptère sans licence dans le comté de Calaveras. Grâce à un accord avec le shérif local et en échange de sa participation au secours, il obtient un badge de shérif adjoint, un privilège qui lui causera bénéfice et problème.
Même si tout se profile bien à San José, Bullshit Bob n'est jamais loin. Il se fait passer pour des personnalités importantes et réserve à droite et à gauche dans des hôtels et des restaurants. Souvent au nom du pilote personnel de Ronald Reagan. Pudgy Hunt, son ami, s'en souvient, il salue la foule comme un véritable sociopathe. Au printemps-été 74, il enchaîne les business, ouvrant à la fois une compagnie d'air taxi à Palo Alto, qui exploite des hélicoptères et des avions, et transporte des célébrités et golfeurs. Il prétend posséder les deux appareils, mais la FAA ne trouve aucune trace d'immatriculation à son nom. Évidemment, vous parlez ici à Bullshit Bob. Le 24 mai 1974, Rackstraw épouse finalement Linda McCarthy à San José. Mais cela ne l'apaise pas. Il ouvre alors Fargo Graphic à Cupertino, hypothéquant secrètement la maison de Linda McCarthy, sa femme, et escroquant un voisin âgé pour financer l'imprimerie. Quand elle découvre la fraude, il tente de la manipuler. Plus tard, étrangement dans la maison, elle trouvera une preuve de sa fausse identité, avec une perruque et une fausse moustache sur laquelle il restera très silencieux. À Portland, Rackstraw est toujours avec un sac d'argent. Il cumule les soirées avec Pudgy Hunt et retrouve également Jim Chell et Dick Breeds. Des soirées dans lesquelles l'alcool et les substances continuent de circuler. Les grands esprits se rencontrent, il s'avère que ça sera pour du blanchissement d'argent. Il rencontre ensuite Dan Hunt, le frère de Pudgy. Il admire Rackstraw pour sa confiance et son habileté à mentir. Rackstraw continue alors sur sa lancée et loue des avions sous de faux noms et prétend travailler pour des compagnies d'assurance. Il voyage à travers tous les États-Unis, Rackstraw cherchant sans cesse l'adrénaline. Sa femme Linda décrit leur vie luxueuse constamment à bord d'un nouveau véhicule, mais Hunt reconnaît que Rackstraw devient dangereux lorsque les choses lui échappent. Un jour, Hunt lui demande s'il est à l'origine du détournement du Boeing 727. Rackstraw finit par sourire, mais ne répond jamais directement. Il invente un nouveau mensonge et dit que dans tous les cas, il a été viré de l'armée pour avoir couché avec la femme de son supérieur. Un mensonge qu'il tient lui-même de son beau-père Philippe et de ses aventures à l'armée. Courant 75, Rackstraw est soupçonné du vol de dynamite à la carrière de Felton près de Scott Valley, près du domicile de ses parents. Le FBI le relie immédiatement à des attentats à la bombe dans la région, revendiqués par le New World Order Liberation Front. Sa rancune contre le système semble s'intensifier. En février 76, Judy Stevenson est embauchée en tant qu'indic pour le FBI. Elle héberge des membres du groupe armé chez elle, apportant ainsi des explosifs provenant de la carrière de Scott Valley. Elle prévient immédiatement le FBI lorsqu'elle entend dans une discussion qu'une personne a été blessé par balle à l'estomac. Sans surprise, on viendra retrouver cette même cicatrice sur le ventre de Robert Rackstraw, mais évidemment, grâce à une série d'alibis et d'excuses, il s'en sort à nouveau. Il semble vraiment intouchable, quoique pas dans tous les domaines. Entre 1975 et 1976, c'est la faillite pour Robert Rackstraw, que cela soit sur le plan personnel comme professionnel. Fargo Graphic s'effondre, il va fermer l'entreprise. Il ruine ainsi sa femme et son voisin. Il ferme également sa compagnie d'aviation et vend tous ses appareils et fonde par la suite une entreprise de BTP histoire de maintenir en activité. Il finira néanmoins par retourner dans le cocon familial à Valley Springs. Côté personnel, son ex-femme Gail Marks le poursuit pour avoir oublié de payer la pension alimentaire des enfants. Malgré une décision de justice, il ne la paiera jamais. En décembre 76, Lucille Rackstraw, sa mère, remet à Linda, sa femme actuelle, les clés d'une boîte postale. Elles contiennent des lettres d'amour de deux maîtresses. Peu après, Rackstraw lui envoie $1100 ainsi qu'un camion de location, lui demande de partir au Texas immédiatement avec les enfants et lui lance une phrase inquiétante. Il va se passer des choses, tu ne devrais pas être là. Mais Rackstraw a du flair et heureusement, une course contre la montre commence du côté du FBI. Ils doivent obtenir le plus rapidement possible l'inculpation d'un John Doe, une personne inconnue, de quoi avoir au moins quelqu'un au dossier pour maintenir à flot l'affaire D.B. Cooper. Sans cela, elle sera tout simplement clôturée et fermée. En difficulté avec son entreprise de construction, Bob va s'associer étonnamment avec son beau-père Philippe pour créer 3R Engineering Contractors pour Rackstraw Rattlesnake Ranch. Linda Lee s'inquiète du manque de sérieux de son frère pour les affaires. Ce n'est pas comme si ces entreprises étaient toutes en faillite. Rapidement, les clients de Philippe se plaignent du travail bâclé de Bob et de ses mensonges, mais il est comme ça. Philippe, quant à lui, est un homme intègre et loyal. Il est profondément affecté par la situation et elle ne va que se dégrader. Le 2 juin 1977, la mère de Bob, Lucille Rackstraw, meurt d'un cancer. À son enterrement, Bob Rackstraw, amer, confie à Gail Marks que son père était en train de la tromper. Peu après, Philippe disparaît mystérieusement, prétendument parti à Hawaï pour se retrouver, mais il ne contacte aucun proche. Troublé, l'oncle Bill Rackstraw engage un détective, Jack Imendoff.
Son enquête révèle une propriété abandonnée, des comptes inactifs et une adhésion syndicale expirée. Un voisin, quant à lui, affirme avoir vu Bob nettoyer la remorque de Philippe avec des travailleurs illégaux. Il les aurait engagés pour tout laver. Immendoff suit la piste hawaïenne. À Lehenna, des témoins reconnaissent Bob, mais personne ne se souvient avoir vu Philippe. Où est passé son père et pourquoi tout nettoyer? Pendant ce temps, Bob Rackstraw continue sa vie. Entre l'enquête sur Philippe et celle du FBI sur D.B. Cooper, il s'installe avec une nouvelle compagne, nommée Mary Yontel, dont le nom a été modifié pour l'enquête. Mais le 11 novembre 1977, il enrôle son ancien camarade du Vietnam, Joe Schlein, pour un coup risqué. À nouveau, transporter illégalement de la dynamite. Il n'en a jamais assez. Faire profil bas, il ne connaît pas, et décidément, c'est pas de chance. L'expédition passe entre les mains d'UPS, et pour des raisons d'écriture illisibles, ils sont obligés d'ouvrir le colis. Ils découvrent dynamite et détonateur, une enquête est lancée. Il était temps. Le profil de Robert Rackstraw intrigue. Vétéran de la guerre du Vietnam, parachutiste de renom, pilote d'hélicoptères et d'avions, maître du camouflage aux multiples identités et une ressemblance frappante avec le portrait robot. Dans une autre enquête, une perquisition supplémentaire a lieu chez lui. 14 fusils et 150 livres d'explosifs sont liés à un braquage de 1975 et pourtant il ne sera pas inculpé. Pendant ce temps, son beau-père Philippe est toujours disparu et l'enquête suit son cours. Rackstraw étrangement va vendre sa propriété. Linda Lee, sa sœur, alerte immédiatement la police. Il est sûrement à Hawaï, répondront-ils. Pourtant, aucun vol, aucun appel, aucune trace. Quoi de plus normal? Un homme disparaît et son beau-fils décide soudainement de vendre la propriété familiale, tandis que Monsieur Profil Bas part en Iran. Décidément, on est sur un beau suspect. Il pliera bagage avec Mary Yontel, sa compagne. En décembre 77, il se repérait à San Diego, puis plus rien, page blanche. Le détective Jackie Mendoff, en charge de l'enquête sur Philippe, suit son intuition et des bruits de couloir. Il entend dire que Rackstraw parlait d'opportunités au Moyen-Orient. Après quelques recherches, il découvre qu'une seule entreprise américaine recrute des pilotes d'hélicoptères expérimentés dans la région. Bell Helicopter en Iran. Bingo. Le FBI vérifie et confirme. Rackstraw est instructeur de vol à SFAN. Ils ont une belle vie et roulent en Fiat Sport malgré le contexte de la révolution islamique de l'époque. Ils se font des amis et profitent de la vie. Mais la traque s'intensifie. En coulisses, les tensions montent. Son CV ne résiste pas longtemps à l'examen. À nouveau, il a tout falsifié. Bell Helicopter pousse son licenciement pour falsification de diplôme. Devant ses employeurs, il expose « Je ne retournerai sous aucun prétexte en Californie. Là-bas, la mafia m'attend sûrement. » Avant son départ, Rackstraw annonce vouloir descendre à Paris pour réfléchir et planifier la suite. Bell Helicopter alerte aussitôt la CIA et le FBI et 2 semaines plus tard, son passeport est annulé à son insu. Bloqué à l'embarquement, il est finalement escorté pour un vol Iran Air 779 direction New York, sans possibilité de quitter l'appareil à Paris. Pour la première fois, le maître de la tromperie est maintenant piégé. Le 20 février 78, à l'aéroport, il refuse de bouger. Les agents FBI montent à bord et l'extrait de force. Une question fuse, êtes-vous D.B. Cooper, monsieur Rackstraw? Il finira dans tous les cas en prison. En prison, Rackstraw rencontre Stan Hamilton, un trafiquant bien connecté qui le met en relation avec l'avocat Dennis Roberts. Contre 100 000 $ et une voiture, Roberts accepte de le défendre. Pendant ce temps, en Californie, l'enquêteur Jackie Mendoff insiste pour fouiller un terrain suspect. Et après de fortes pluies, le sol cède. Kelly Kine, nouveau propriétaire du ranch familial, découvre un creux près d'un hangar. En creusant, il tombe sur une manche, une veste, puis un corps. Philippe Rackstraw a été exécuté d'une balle dans la tête et enterré à la hâte. Sa veste ensanglantée, une preuve clé pour le dossier, est finalement détruite par le shérif. De quoi à nouveau protéger Rackstraw. Pour ce qui est d'un pantalon, lui aussi retrouvé avec du sang, il sera ignoré jusqu'à la fin du procès. Bizarre. Le 28 février 1978, Rackstraw est inculpé pour meurtre, reléguant l'affaire D.B. Cooper dans laquelle il est suspecté au second plan. Le 6 mars, il comparaît en fauteuil roulant, prétextant une maladie soudaine, une simple technique pour attendrir. Fraude, falsification, possession d'explosifs, mais c'est l'accusation de meurtre qui domine. En prison, il nie avoir tué son père, laissant des explications floues à chacun. Sa légende grandit en prison, gardiens et détenus le voient en pirate de l'air potentiel. Son avocat Dennis Roberts, au même moment, refuse de fournir son empreinte palmaire au FBI, empêchant toute comparaison avec les preuves du détournement. En juillet 78, Rackstraw est enfin jugé pour le meurtre de Philippe, mais faute de preuves directes, il est acquitté. On savait tous qu'il l'a tué, dira plus tard sa compagne. Et pour la famille de Philippe, l'injustice est totale. Sa sœur Betty déclare « Il a bien tué mon frère ». Rackstraw s'en sort à nouveau. Et voilà que Rackstraw rajoute une corde à son arc, celui de tueur. Un tueur sans doute frustré par la gestion d'entreprise avec son beau-père et sa soi-disant tromperie envers sa mère. Qui sait,
Peut-être que Philippe savait quelque chose qu'il n'aurait jamais dû savoir. Quitté le 27 juillet 78, Rackstraw voit son avocat convaincre la productrice Vivian Jones de payer sa caution de 60 000 €. En échange, il devient consultant sur Going Down, un film sur un pilote contraint de sauter en plein vol. Coïncidence troublante. Mais en coulisses, il planifie un vol vers le Pérou pour trafic de drogue. Jones, pris dans la manigance, panique en l'entendant suggérer d'éliminer le pilote. Rackstraw semble prêt à tuer. Libéré sous caution, il fait face à plusieurs chefs d'accusation supplémentaires. Fraude, faux documents et détention d'explosifs. Le 15 septembre 78, un juge exige son dossier militaire. Voyant sa condamnation inévitable, il disparaît en pleine nature. Et enfin, le 11 octobre 78, son avion s'écrase prétendument dans la baie de Monterey. Aucun mayday et aucun témoin visuel. Linda Lee le déclare, Bob est beaucoup trop bon pour un mayday. Le même jour, 2 de ses armes disparaissent mystérieusement. Pris en flagrant délit de falsification de permis de pilote, un crime fédéral, Rackstraw est arrêté immédiatement. Sur lui, un permis à son nom, ce qui confirme son identité, mais surtout une mystérieuse cicatrice par balle. En détention, il tente de manipuler les autorités comme à son habitude, avant de finalement avouer l'emplacement d'un avion volé, attirant ainsi à nouveau l'attention sur lui pour l'affaire D.B. Cooper. Si cet homme est capable de faire voler des avions, de les faire disparaître, il faut en effet qu'on continue de s'intéresser à lui. En février 79, la rumeur enfle et les médias s'emballent. Sa sœur se souvient d'une phrase en prison où il dit qu'on finit de se fatiguer de courir. Est-ce un aveu? On ne le saura jamais. Son ex-femme, quant à elle, reconnaît son visage au journal télévisé. Et sa fille s'écrie « C'est Papa Bob !» Quant à Mary Yontel, sa compagne, elle rapporte un avertissement qu'il lui a donné. Ne parle jamais à un psychologue. Il n'existe aucune prescription pour le détournement d'avion. Rackstraw savait qu'un seul aveu pouvait le condamner. Aux États-Unis, les détournements sont imprescriptibles. Officiellement, le FBI nie son implication, mais en coulisses, les preuves s'accumulent. Ils sont persuadés qu'ils ne tiennent pas un criminel de plus, mais peut-être le vrai D.B. Cooper. Dick Briggs menait à l'époque la belle vie, le luxe, les voitures et les belles femmes. Il incarnait le pouvoir. Protégé par la présence de Rackstraw en prison, il saisit l'opportunité après son arrestation de jouer d'une nouvelle identité. Le 5 février 79, lors d'une réunion secrète à Portland, Rick Briggs donne un indice à ses associés. Il leur dira « Personne ne le sait, mais je suis D.B. Cooper ». Ron Carlston, futur témoin de l'enquête, resta sceptique, mais Briggs insistait, il était D.B. Cooper. En novembre 79, Briggs se rendit même à Woodland, Washington, pour la D.B. Cooper Day, arborant un t-shirt en proclamant « Je suis D.B. Cooper ». Lors d'une soirée chez un ami, Jim Shell, il désigne un couple dans la foule et assure à ses partenaires que le couple en question trouverait très bientôt une partie du butin. Il ressemblait à un couple de hippies, nerveux, complètement déplacés, complètement dézingués, se souvient Ron Carlston. Briggs continua, avant que vous n'arriviez à Phoenix ce soir, eux et leurs petits garçons vont trouver une partie de mon butin. Le butin de D.B. Cooper, déclara Briggs. Il finira même par s'approcher de la fenêtre, pointant du doigt le fleuve de Columbia et en disant « là-bas, sur la rive de Vancouver ». Que c'est réellement Dick Briggs? Pourquoi s'être agité pendant cette fête? Volontairement ou non, il vient de lâcher une bombe. Une bombe révélatrice qui sera déterminante pour toute la suite de l'enquête, et sur laquelle nous reviendrons très bientôt. Incarcéré pour le vol d'un avion à Stockholm, Rackstraw risquait 10 ans de prison. Il tenta d'être transféré vers une prison fédérale via le FBI, mais sans succès. Ses empreintes furent comparées à celles retrouvées dans l'avion, mais rien ne correspond. L'ADN vieillissant et imprécis semble s'entremêler aux doutes. Est-ce qu'on est certain d'avoir les bons échantillons, sachant que Cooper était dit comme vigilant et très précis? Saisissant l'opportunité, Rackstraw joue avec les médias, se comparant immédiatement à Cooper et réclamant la même marque de cigarette. Après un passage inaperçu dans une presse locale, il vise plus grand avec la télévision nationale. Le 7 mars 79, il contacte NBC News et affirme être D.B. Cooper, expliquant avoir pris ce nom en hommage à son oncle parachutiste, John Ed Cooper. Pour la première fois, Robert Rackstraw liait enfin son nom à celui de D.B. Cooper, de quoi mettre de l'huile sur le feu sur une affaire déjà brûlante aux États-Unis. Est-ce l'occasion de faire diversion ou alors gagner l'opinion du public? Le journaliste Pete Noyce, intrigué par le lien entre Rackstraw et son oncle parachutiste, enquête malgré le rejet du FBI de cette piste. Ça n'a décidément aucun sens. Pourquoi rejeter de tels indices? Le 21 mars 79, Rackstraw admet posséder les mêmes compétences que Cooper, mais refuse de confirmer directement son implication, jouant sur 2 tableaux et jouant sur l'ambiguïté. Il plaide la folie pour retarder sa peine, mais le 19 mai 79, il est reconnu coupable de 5 chefs d'accusation, puis condamné à 2 ans supplémentaires pour fraude et possession
d'explosifs. Ses lettres avec la presse deviennent de plus en plus mégalomaniaques, où il dévoile des projets de conquête de l'Amérique, jusqu'à finalement avouer le 23 juillet avoir manipulé la presse en prétendant être Cooper. Il est condamné à 3 ans de prison pour fraude, mais ne purgera que 2 ans. Malgré ses compétences militaires et un passé qui fait douter, Rackstraw joue sur le fil rouge et fait en sorte qu'aucune preuve définitive ne le relie à Cooper. Après l'audience, Rackstraw répond de manière ambiguë sur son implication dans l'affaire D.B. Cooper. Il dit, je cite, « J'aurais pu être, j'ai le vertige », avant de finir par conclure, fiction ou réalité, c'est à l'Amérique de décider. Bien que sa réputation soit maintenant ruinée, il accepta une interview avec le journaliste Noyce et Olney. Lorsque Olney tente de poser une question sur D.B. Cooper, Rackstraw se rendit compte qu'ils ignoraient sa récente déclaration quand il disait ne pas être D.B. Une opportunité d'à nouveau jouer sur le fil rouge et les limites. L'interview diffusée localement fut rejetée par le FBI, qui le considérait trop jeune et trop peu fiable à l'époque. Mais vous le verrez dans une autre partie de cette vidéo, il cache en réalité un lourd secret. Le 12 février 1980, un rebondissement majeur secoue l'affaire D.B. Cooper. 4 jours après la prédiction de Briggs sur la découverte de la rançon, Carlson et Burke, trafiquants de drogue, séjournent alors à Reno. Un flash info surgit à la télé. Dwayne et Patricia Ingram annoncent que leur fils Brian, alors âgé de 8 ans, a retrouvé des liasses de billets d'une certaine rançon enfouis sur une rive de la rivière Columbia, à Tinabar. Il s'agit du couple de hippies désigné par Briggs pendant la soirée D.B. Cooper. Il ne bluffait pas. Le FBI confirme devant la presse la récupération de 5800 $ en billets de vin, encore liés par des élastiques en décomposition. Les numéros de série correspondent au butin de D.B. Cooper. Ron Carlston, choqué, commence à croire que Briggs pourrait être Cooper, bien qu'il ne corresponde pas du tout au profil et au portrait robot. Ce secret alimente une nouvelle théorie. Rackstraw, ancien suspect et encore en prison, aurait orchestré l'affaire à distance pour renaître un jour sous une nouvelle identité. Et cela ne sera pas la première fois. Le FBI pense d'abord que l'argent était transporté par les courants, mais certains agents voient cela comme une preuve que Cooper est tout simplement mort et n'a pas survécu à la noyade. À Tinabar, là où l'argent est retrouvé, des pêcheurs et des propriétaires locaux rejettent cette hypothèse, affirmant que l'argent ne pouvait être là que depuis quelques jours ou semaines, car ils y passent en permanence et tous les jours. Briggs aurait-il déposé le butin et informé les Ingram? Quel est leur niveau d'implication à ce couple avec Briggs mais à la fois Rackstraw? À quoi jouent les locaux face aux caméras en jouant le jeu de je n'ai rien vu? Est-ce pour cacher quelque chose? Nous n'en savons pas plus pour le moment. En 2011, Brian Ingram, désormais adulte, remet en question directement la découverte de l'argent. Pour lui, il n'y a aucun doute, le butin a été placé là intentionnellement. En 2015, une interview de son père renforce les soupçons. Dwayne Ingram réagit de façon nerveuse face à la caméra lorsqu'il est confronté à des accusations de coups montés en collaboration avec Dick Briggs. Retour en 1980. Après un échec à Phoenix, Dick Briggs quitte enfin le trafic de drogue et meurt dans un mystérieux accident de voiture. Officiellement dû à l'alcool et à la vitesse, la famille continue de douter, évoquant un possible meurtre déguisé. Son fils soutient d'ailleurs cette théorie, liant la mort de Briggs à ses révélations récentes sur Rackstraw et son lien avec D.B. Cooper. À ses funérailles, tout le monde est présent, mais un seul est absent au compteur, Bob Rackstraw, son collègue criminel de longue date, ce qui soulève de nombreuses interrogations. Malgré sa libération quelques mois avant, la suspicion persiste, suggérant qu'il pouvait avoir éliminé Briggs pour effacer ses traces et rompre son lien avec le butin. En tout cas, si la découverte du butin est orchestrée par Briggs et les Ingram pour protéger le véritable D.B. Cooper, cela expliquerait bien des choses. Bob Rackstraw ne perd pas de temps. 16 mois après sa libération, le 26 décembre 80, il se remarie avec Dorothy Bushclyer, une riche divorcée. Il s'installe alors en Caroline du Sud avec elle et son fils. Le 3 août 82, il fonde une nouvelle entreprise, encore California Aviation Transportation System à Santa Monica. Mais son ambition dépasse la gestion. 2 ans plus tard, sans surprise, l'entreprise est suspendue. Fait troublant, l'enquête révèle que seulement 16 mois après leur mariage, Rackstraw et Dottie n'habitent déjà plus ensemble et ont 2 adresses distinctes. Un divorce ou un arrangement frauduleux. 5 ans après l'acquittement de Rackstraw pour le meurtre de son beau-père, les preuves, dont un pantalon ensanglanté jamais analysé, sont finalement détruites. Cette affaire est officiellement derrière lui, seules les archives judiciaires et médiatiques subsistent. Et après tant d'années de péripéties et en quête de légitimité, 20 ans après son renvoi de l'armée, il obtient en 91 un bachelor en économie appliquée et devient professeur de droit pendant 10 ans. Derrière cette façade respectable, son passé le rattrape. Évidemment, on parle ici de Bob Rackstraw. En décembre 91, il demande l'arrêt des pensions alimentaires, mais son ex-femme, Gail, révèle que dans tous les cas, il n'en a jamais payé en 20 ans et il liquide par ailleurs tous ses biens immobiliers pour éviter une poursuite.
3 mois plus tôt, Bob et Dottie officialisent leur séparation par un accord secret, sans trace dans les archives de tribunal. Une manœuvre typique de Bob Rackstraw. À nouveau, un mariage se termine une fois qu'il a fini de tirer sur la corde. En 93, Rackstraw décroche un doctorat en droit et ambitionne une carrière de consultant juridique. Décidément, on pourrait presque le croire rangé. En voyant O.J. Simpson à la télé clamer son innocence, elle réalise que Bob parlait exactement comme lui durant son procès. Convaincue qu'il a tué leur beau-père, elle coupe enfin tout contact avec lui avant de décéder pendant l'enquête de Thomas Colbert et de nous livrer ses informations. Entre 97 et 2000, Rackstraw enchaîne les revers. Arrestation pour conduite en état d'ivresse, perte de permis, divorce frauduleux, suspension de sa licence de vol. Il essaiera même en 2003 de la récupérer et réclamer des indemnités pour stress post-traumatique lié à la guerre du Vietnam. Monsieur finira par acheter un yacht qu'il nommera Poverty Sucks. Littéralement, la pauvreté ça pue, c'est nul. Tandis que Dottie, son ex-femme, acquiert un bel appartement, renforçant les soupçons d'un divorce arrangé et frauduleux. Mais l'ombre de Cooper plane toujours. L'enquête va être relancée. En 2007, l'agent du FBI Larry Carr relance l'enquête, mais il est parfois freiné par sa propre organisation et ses conclusions hâtives. On lui dit que dans tous les cas, aucune preuve tangible ne permet d'identifier aujourd'hui un suspect réel dans l'affaire D.B. Cooper, et que le butin a été simplement enterré pour faire diversion. L'implication de Briggs et son coup de bluff avec le couple Ingram qui ont trouvé une partie du butin soulève des questions. Rackstraw, encore en prison à l'époque, aurait-il orchestré cela? Quel est le lien entre les Ingram, Briggs et Rackstraw? Pourquoi exposer ce butin sinon pour détourner l'attention et repartir sur une nouvelle identité et une nouvelle vie? Si Larry Carr n'ira jamais au bout de son travail, en 2009, une équipe de scientifiques bénévoles appelée les Citizen Sleuths, dirigée par Tom Kane, accède à des preuves et procède à des analyses inédites. Elles mèneront, sans qu'ils le sachent, vers une conclusion de cette affaire. Souvenez-vous, en février 80, Brian Ingram découvre 3 paquets de billets de $20 à Tina Bar, confirmés par le FBI comme appartenant à la rançon de D.B. Cooper. Leur état suggère un enfouissement. Ils ont été enterrés, écartant l'hypothèse d'un transport via la Columbia River depuis 71. Les billets sont partiellement décomposés et portent des traces de bactéries. En bref, ils n'auraient pas pu dériver du côté de Washougal jusqu'à Tina Bar pendant autant d'années. L'état des banques de caoutchouc indique un enfouissement proche de l'année du détournement. Tout suggère une intervention humaine plutôt qu'un dépôt naturel. L'examen du parachute rose de D.B. Cooper, disponible dans le conteneur de réserve de l'avion, révèle des points importants. 5 suspentes ont été coupées individuellement au niveau du nœud, les reliant ainsi au conteneur original. Cela suggère l'utilisation d'un couteau. Le conteneur de réserve était dans tous les cas trop petit pour contenir de l'argent et il était détaché du parachute. Les nœuds et les suspentes coupées auraient donc pu servir à maintenir le butin. Sachez qu'en 2017, un parachute a été retrouvé, nommé depuis le parachute d'Amboy. Mais cette preuve a été totalement ignorée par le FBI. Après des années d'exposition dans la nature, le FBI a choisi d'ignorer la preuve que D.B. Cooper a sauté du côté d'Amboy. En dehors de l'avion, il aura fallu 7 ans pour qu'une trace du détournement soit retrouvée, et elle était plutôt banale. En 78, des chasseurs ont découvert dans les bois de l'Oregon une plaquette en plastique contenant les instructions pour abaisser l'escalier à l'arrière du Boeing 727. Bien qu'elle n'ait pas été confirmée comme provenant du vol, elle a été retrouvée sur la trajectoire de l'avion et n'apporte aucun indice. Mais elle reste néanmoins une pièce importante. La cravate retrouvée dans l'avion, probablement celle de Cooper, portait des traces de brûlure et d'allumettes, indiquant qu'il était fumeur. Des spores de lycopodium suggèrent une prise de médicaments régulière du suspect. L'analyse a révélé du titane pur, assez rare, excluant ainsi l'aéronautique et pointant vers l'industrie chimique et la métallurgie. Des copeaux d'aluminium et d'autres métaux exotiques renforcent l'hypothèse d'un ingénieur ou d'un cadre dans ce secteur. En 2017, de nouvelles analyses ont confirmé la présence de divers métaux, relançant ainsi l'enquête. Rackstraw, avec ses multiples métiers et son goût pour les déguisements, reste donc un suspect crédible. La conclusion des Citizen Sleuths se formule donc de cette façon. Le suspect, probablement un ingénieur ou un cadre, possédait des connaissances en aviation, peut-être acquises via l'armée. Il travaillait dans la métallurgie ou l'industrie chimique. Bien habillé, fumeur, sous médicaments, à l'aise en forêt, il avait sans doute besoin d'une grosse somme d'argent pour des raisons personnelles. Au moment de la rançon, il demandait une monnaie américaine non négociable, un terme d'une origine étrangère supposant une nationalité
nationalité canadienne et française. Son costume l'aidait à se fondre dans la foule et le choix de Thanksgiving aurait facilité sa fuite avant de reprendre une vie normale. Difficile derrière tout ça de ne pas voir en Rackstraw un candidat parfait. Et pour l'origine canadienne, j'ai comme un doute. Quand on pense à Norman de Winter et son faux accent européen et suisse, je vois très bien Robert Rackstraw pouvoir imiter un Canadien ou faire semblant en brouillant les pistes. Rancunier envers le système, adepte des déguisements et des coups montés, Rackstraw est un candidat solide. Et vous le verrez, les Citizen Sleuths ont ouvert la porte vers la conclusion de l'enquête. En 2012, le travail cumulé de Thomas Colbert et de ses équipes mène à la restitution de 95 preuves concrètes contre Robert Wesley Bob Rackstraw. Suite à cela, en novembre 2012, le journaliste Jim Forbes décide d'aller parler au principal intéressé et d'essayer de le confronter face à toutes les preuves et réaliser un documentaire. Les échanges des premiers mails à distance sont plutôt houleux. Rackstraw accuse le gouvernement de corruption. Il aurait été lui-même en charge de traquer D.B. Cooper avant d'être dupé et qu'on retourne le dossier contre lui. Pendant 6 mois, l'équipe analyse les réponses de Rackstraw, qui semble tout connaître de l'affaire, notamment sur les détails des billets et des courants du fleuve Columbia. Lorsqu'on évoque les conclusions du FBI, il suggère une tentative de manipulation des preuves. Le 20 mai 2013, fini les emails. Colbert et son équipe le surveillent à San Diego, intrigués par son yacht, le Poverty Sucks. Ils décident de tenter une approche physique. Rackstraw est surpris, mais reste indifférent aux preuves. Il répond de façon distraite aux questions, mais rit en évoquant l'argent de Cooper. Colbert lui propose ainsi $20 000 pour contrôler le récit du documentaire, mais Rackstraw refuse. Cela serait une admission de culpabilité et un aller direct en prison. Confronté à un enregistrement de l'époque où il se dit être Cooper, il finit par nier puis avoue. Le problème, c'est que je ne me souviens pas de tout. Le lendemain, soit le 21 mai 2013, Jim Forbes et son équipe reviennent à l'attaque caméra en main et cette fois-ci espèrent confronter Bob Rackstraw et obtenir des aveux sur l'affaire D.B. Cooper. Les preuves sont irréfutables. Bob Rackstraw réagit de façon agressive, va se cacher dans sa marina, particulièrement derrière des box rangées derrière des bateaux. Il refuse l'interview. Les innocents ne se cachent pas, Bob. Pourquoi tu fuis? Vraiment, Bob, c'est comme ça que ça va se passer? Rackstraw finit par sortir, mais reste évasif. Es-tu D.B. Cooper, Bob? Peut-être que je ne l'étais pas, répond Rackstraw en utilisant un ton au passé. Forbes continue de l'interroger sur son passé militaire et sur ses distinctions contestées. Pourquoi prétends-tu avoir reçu 5 Purple Heart si ce n'est pas vrai? Pourquoi cette mention sur ta voiture? J'ai 37 médailles aériennes, c'est tout. Voilà comment répond Rackstraw, agacé. Forbes insiste aussi sur un avion volé juste avant son procès. Pourquoi fuir en avion si tu es innocent? Je ne veux pas te parler, répondra Rackstraw. L'échange devient tendu. Rackstraw, frustré, accuse Forbes de mentir, mais refuse toujours d'apporter des réponses claires et même de nier directement être D.B. Cooper. Forbes finit par conclure. Bob, un innocent dirait simplement « Je ne suis pas D.B. Cooper ». Après 5 ans d'enquête et de tension, Robert Rackstraw et le FBI réalisent qu'ils ont un point commun. En 2016, tous deux demandent si Thomas Colbert était impliqué dans la nouvelle série de documentaires d'History Channel en préparation sur l'histoire de D.B. Cooper. L'inquiétude de Rackstraw était compréhensible après son entretien désastreux avec l'équipe en 2013 près de son yacht. Mais la question du FBI fut une surprise. Il s'agissait en réalité de savoir si Colbert était impliqué ou non dans l'enquête. Colbert et sa femme avaient pourtant partagé de précieuses informations sur Rackstraw avec le FBI, espérant prouver qu'il avait été innocenté à tort. Malgré 6 mois de négociations, seules certaines preuves furent consultées à Seattle, là où Colbert réalisa que l'affaire avait été sabotée pour faciliter l'insertion du reportage. Le FBI refusait ainsi de délivrer la vérité et donner des preuves circonstancielles pour faciliter la diffusion avec History Channel. Le 12 juillet 2016, un jour après la diffusion du documentaire manipulé et orienté de History Channel, le FBI donne une conférence de presse et valide ce que pense Colbert jusqu'ici. Il mente et cache quelque chose de beaucoup plus gros. Ce jour-là, le FBI affirme même qu'il n'y a rien de nouveau dans les preuves collectées par Thomas Colbert et son équipe, ignorant ainsi toutes les nouvelles preuves clés à disposition, mais également celles supprimées pour faciliter la narration du documentaire. Le documentaire est donc manipulé et clairement orienté, mais il est impossible de faire l'autruche. Thomas Colbert va continuer de se battre. Mais heureusement, la vérité s'écrit tout de même progressivement. Lors d'une conférence de presse, Colbert révèle qu'un parachute a été retrouvé grâce à l'enquête de Russ et Christy Cooper. Non, elle n'a rien à voir avec D.B. Ils avaient survolé eux-mêmes la zone de recherche et ont trouvé un parachute des années après, en 2017. Le parachute fut remis au FBI, mais après un simple merci, pas de nouvelles. Il s'agit du fameux parachute Dumboy. On vient littéralement de trouver le parachute de Cooper et personne ne réagit. Russ Cooper et sa femme Christy, ancien agent de police, partagèrent des informations
informations cruciales qu'ils avaient obtenues d'ailleurs en 1997. Un ancien aviateur leur avait raconté comment des parachutistes auraient facilité l'évasion de Cooper après son saut en 71, en le récupérant dans un petit avion et en cachant l'argent de la rançon et les parachutes dans les montagnes de Washington. Tout coïncide. Un autre tournant décisif eut lieu lorsque Doreen Schroeder, un ancien agent du FBI, reconnut la validité des découvertes du groupe de Colbert. Enfin un témoin et qui vient du FBI. Bien qu'en 79, il ait supervisé un dragage dans le lac de Vancouver où des morceaux de billets de la rançon avaient été retrouvés, Schroeder admit que l'enquête de Colbert avait franchi une étape que lui et ses collègues n'avaient jamais réussi. Il est temps d'assumer. Mais la plus grosse bombe, c'est la conclusion de cette affaire. La vérité était sous nos yeux depuis 1971. Le 13 octobre 2017 marque un tournant majeur dans l'affaire D.B. Cooper. Rackstraw n'a jamais clairement nié être Cooper, oscillant parfois entre des peut-être, des oui et un seul nom unique et négatif en 1979. Depuis, il joue sur le fil rouge. Quoi de mieux pour conclure l'enquête que de replonger dans 6 lettres anonymes envoyées après le détournement qui contenait en effet des messages codés. Un procédé que Rackstraw lui-même maîtrisait à la perfection grâce à son passé militaire. Pour les déchiffrer, l'équipe du Cold Case de Colbert fait appel à Rick Sherwood, un analyste de la NSA ayant servi lui-même avec Rackstraw au Vietnam. Entre décembre 2017 et avril 2018, Sherwood confirma que les messages provenaient bien de Rackstraw. L'une des lettres mentionnait une unité militaire secrète, la 371e unité de recherche radio, soit le projet Levbunk, dont seul Rackstraw faisait partie et le seul à avoir ces informations. La révélation clé se trouvait dans la 6e lettre, où il dit clairement « D.B. Cooper n'est pas mon vrai nom. Je suis le lieutenant Robert Wesley Rackstraw. » Il ajoutait même « Je veux sortir du système, et pour cela, j'ai trouvé un moyen, en détournant un avion. » Tout était sous leurs yeux depuis le début. Même Rackstraw ne devait pas en revenir qu'on mette autant de temps à décrypter ces lettres. Ou peut-être que celles-ci ont été ignorées volontairement. Cette énorme révélation est même confirmée par Jim Christie, ex-directeur des enquêtes sur la cybercriminalité de l'US Air Force, qui affirma qu'une source de renseignement avait indiqué depuis longtemps que Rackstraw était D.B. Cooper et qu'il était sous la couverture de la CIA lorsqu'il avait fui en Iran. Ces lettres et leur décryptage pointent vers une vérité choquante mais réelle. Robert Rackstraw est bien D.B. Cooper. Mais pour Thomas Colbert et son équipe, prouver cette conclusion au grand public signifie se battre contre 2 institutions apparemment intouchables, le FBI et la CIA. 2 anciens commandants du renseignement militaire confirmèrent d'ailleurs à Rick Sherwood, l'analyste des lettres, que le FBI, sous l'influence de la CIA, avait tout fait pour enterrer l'affaire. Voilà pourquoi Rackstraw était constamment invincible et intouchable. Selon Thomas Colbert, les obstacles rencontrés ne relevaient pas d'erreurs bureaucratiques, mais d'une véritable manipulation, une opération de couverture visant à protéger Bob Rackstraw. Un ancien militaire, un ancien collaborateur, un ancien agent du terrain, vétéran du Vietnam, formé par les plus grandes institutions, travaillait directement avec la CIA lorsqu'il était en mission secrète en Iran. La honte pour les fédéraux et la CIA elle-même. Ils le savaient depuis le début. Voilà pourquoi Rackstraw passait constamment entre les mailles du filet et voilà pourquoi encore aujourd'hui, les preuves sont déniées. Malgré l'ampleur médiatique de l'enquête, Thomas Colbert s'est heurté à un blocage total aux États-Unis. Il déclarera « Le seul marché médiatique majeur que nous n'avons pas pu pénétrer, c'est ici, dans la juridiction du FBI. Pression et intervention directe auraient empêché la diffusion des preuves, renforçant l'hypothèse d'une protection prolongée autour de Rackstraw. De son côté, Bob Rackstraw tente de tirer profit de la situation. Courtisé par Hollywood, il refuse plusieurs offres, dont une à 7 chiffres, peut-être par crainte de révéler des informations compromettantes et de finir sa vie en prison. Après la mort de Rackstraw, le FBI relâcha la pression, permettant à Thomas Colbert et son équipe de publier leur enquête en 2019. Pour éviter toute nouvelle censure, ils firent fuiter toutes les informations à la presse britannique, aboutissant à un nouveau documentaire complet exposant tous les faits et toutes les preuves jusqu'ici censurées. Colbert finira par prendre la parole une dernière fois. Le FBI cache, bloque et ment à propos de Rackstraw depuis des années parce qu'il travaillait pour la CIA, confirmant un secret très longtemps dissimulé. L'ancien procureur Joe Ruisoleno valida ces révélations. Les preuves sont là. D.B. Cooper est démasqué. Après des années d'enquête et de persévérance, Thomas Colbert et son équipe ont levé le voile sur l'une des plus grandes énigmes du XXe siècle. Les preuves accablantes établissent le profil de Robert Rackstraw comme étant D.B. Cooper, l'homme aux multiples identités et à la rancune tenace contre le système. Lui-même l'avoue dans ses lettres cryptées. Au-delà du crime, l'affaire révèle une manipulation orchestrée par le FBI et la CIA, soucieux de cacher leurs liens avec ce gangster moderne. Officiellement, le dossier du FBI est clos depuis 2016, malgré les preuves irréfutables du groupe de Colbert, fournies entre 2018 et
2019. Mais feindre l'ignorance reste plus simple que d'admettre une telle vérité. Pourtant, le débat continue au sein de la communauté de fans de cette affaire. Si certains valident Rackstraw face aux éléments accablants, d'autres persistent à chercher ailleurs. Kenneth Christensen, trop riche. Richard McCoy, un simple imitateur. William Smith, trop éloigné du crime. 1001 suspects pour 1001 théories. Il semblerait que même avec la vérité sous les yeux, la légende D.B. Cooper ne soit pas près de s'éteindre. Une affaire qui sans doute continuera de faire couler beaucoup d'encre, c'est encore le cas cette semaine, des nouveaux documents déclassifiés par le FBI sont sortis, des éléments pour moi de redirection en termes d'attention, rien à manger côté Rackstraw et je pense que tout est là. Par contre sur les autres suspects, on donne du grain à moudre et on continue de théoriser. Attention, continuez bien sûr d'avoir un esprit critique et prenez du recul. En ce moment j'entends beaucoup parler de Richard McCoy, qui pour moi était un simple imitateur dès le début, qui avait déjà détourné un avion et aujourd'hui c'est sa famille qui en profite pour faire un véritable business model autour de mon père était D.B. Cooper et nous avons son parachute dans le garage. Je pense que les preuves sont là. Pour moi aujourd'hui c'est bien Robert Wesley Bob Rackstraw et ce n'est pas qu'une opinion personnelle, c'est de la preuve, c'est de l'enquête avec notamment les éléments pour moi vraiment indiscutables de Thomas Colbert et son équipe. Malheureusement aujourd'hui Robert Rackstraw nous a quittés, nous n'aurons jamais d'aveu définitif, mais dans tous les cas il a toujours joué sur le fil rouge et je reprendrai sans doute une phrase de Jim Forbes, les innocents diraient simplement je ne suis pas D.B. Cooper Bob, chose qu'il n'a jamais dit et jamais faite. Sur ce j'espère que vous avez aimé cette vidéo, le petit like, le partage et le commentaire seront très importants. Je vous dis à très bientôt et rendez-vous dans l'espace commentaire pour théoriser.